Comme certainement beaucoup d'entre vous, pas comme tous parmi vous, mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai cru que la Révolution française avait été faite pour le peuple et par le peuple. Et ça se dit encore. Pour le peuple et par le peuple, c'est un double mensonge éhonté. Il est de fait que la Révolution française et les Lumières ont changé la France. Mais dans quel sens ? C'est ce que je vous propose de regarder sous un certain angle. Ça fait quand même énormément maintenant de conférences que je donne pour expliquer quels ont été les changements dramatiques qui ont donné naissance à la France d'aujourd'hui. J'ai parlé abondamment du libéralisme et de la libéralisation du commerce des grains qui a jeté les foules le ventre creux dans la bagarre et le chaos de la Révolution. Je voudrais vous parler aujourd'hui des changements dramatiques qui ont été faits dans le monde du travail, le monde des travailleurs. Il n'est un secret pour personne que je viens de la gauche. J'ai fait partie pendant des années de ce qu'on appelle, de ce qu'Alain Soral appelle la gauche du travail, c'est-à-dire une gauche qui considère qu'elle est là pour défendre les intérêts des travailleurs, et les intérêts des travailleurs auraient été, dit-on, avons-nous dit, avons-nous entendu, défendus par la Révolution. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je voudrais d'abord, avant de commencer à vous expliquer tout ce que j'ai appris, que je dois l'essentiel, la majeure partie de ce que je sais, d'un historien américain qui s'appelle Stephen Kaplan, qui est un Américain qui vit à Paris, que je n'ai pas l'honneur et le plaisir de connaître personnellement, mais que j'ai lu abondamment et qui sert de référence incontournable dans la critique du libéralisme qui fait notre malheur. Donc retenez ce nom, Stephen Kaplan. Je ne l'ai jamais rencontré, il est à Paris, c'est un historien magnifique, et c'est un Américain. Voilà. Alors, compte tenu du nom qu'il porte, je crois pouvoir comprendre que s'il a réussi à dire ce qu'il disait, c'est précisément parce qu'il avait ce nom-là et que de ce fait, on lui a fichu la paix. En attendant, c'est lui qui a fait le travail. Honneur, ici, lui soit rendu. Le travail était dans l'ancien temps, prenons cette expression, l'ancien temps, qui va du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, organisé par ce qu'on appelle les corporations. Depuis le Moyen-Âge, les métiers, chaque métier était organisé en corps. On ne pouvait pas exercer un métier si on n'était pas incorporé. L'adhésion à la corporation était obligatoire. Si vous vouliez exercer le métier de menuisier et que vous n'étiez pas incorporé dans la corporation des menuisiers, vous pouviez être pourchassé, poursuivi en justice. Il n'était d'exercice de métier que dans le cadre d'une corporation de métier. La corporation assurait notamment la formation et l'ascenseur social. La corporation assurait la retraite des vieux travailleurs, des lits gratuits en cas de maladie, elle aidait les vieux et les indigents. La corporation fournissait aux travailleurs qui faisaient partie de la corporation, mais ceux qui n'en faisaient pas partie n'étaient pas reconnus comme travailleurs. La corporation fournissait des prêts sans intérêt. Vous étiez un travailleur pauvre, admettons, disons, boulanger, menuisier. Vous aviez besoin d'un certain nombre d'outils pour vous installer. Vous étiez incorporé, c'est-à-dire que vous aviez la reconnaissance du métier. La corporation pouvait vous prêter de l'argent pour vous installer sans vous demander d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle vous prêtait 100, vous remboursiez 100, et si vous ne pouviez pas rembourser pour des raisons valables, c'est-à-dire sans avoir tenté d'escroquer la corporation effaçait l'ardoise. Jamais la corporation n'a poursuivi un travailleur pauvre sous prétexte qu'il ne pouvait pas payer de l'argent qu'on lui avait prêté. La corporation fournissait aux travailleurs des outils et l'aide à domicile aux nécessiteux. Vous étiez un ouvrier incorporé, victime d'un grave problème familial, d'un malheur, d'une incapacité temporaire. La corporation vous apportait à domicile l'aide nécessaire à ce que vous gardiez le pied à l'étrier et que vous ne soyez pas à charge de la société. C'était le mode de fonctionnement de la corporation. Mais la corporation savait également aider en dehors de sa communauté. Vous avez des épisodes dramatiques de périodes de famine, d'accidents climatiques dramatiques.
on a besoin de secours particuliers, temporaires. La corporation peut fournir. En échange de quoi? En échange de rien. En échange de rien. La corporation est là pour le bien commun. Si un incendie a eu lieu et que des victimes ont fait appel à la charité publique pour dédommager les victimes, la corporation va donner au titre qu'elle est là pour le bien commun et que si elle a de l'argent disponible, elle trouvera normal de le donner pour la cause. La corporation assurait la retraite, la maladie, le veuvage et le handicap. On ne disait pas handicap, mais ça existait. La corporation interdisait l'exploitation du travailleur et les bas salaires. La corporation assurait un salaire minimum. Il était hors de question qu'un patron, qu'un maître, comme disait, on ne disait pas un patron, on disait un maître, paye un ouvrier en dessous du salaire qui était reconnu comme le salaire décent. La corporation donnait un statut honorifique à ses membres. Quand vous étiez incorporé, vous aviez l'honneur de la corporation. Vous aviez un statut social. Je fais partie de la corporation des orfèvres ou des merciers ou de ceci ou de cela. Tous les métiers, ou presque, étaient incorporés. J'ai trouvé une exception notable, alors il y en a certainement d'autres, mais j'en ai trouvé une notable, assez intéressante. Les domestiques n'étaient pas incorporés. Il n'y avait pas de corporation des domestiques. Mais quand j'ai étudié à travers l'affaire Damien en détail le mode de vie des domestiques, notamment parisiens, je peux vous dire que sans être incorporés, c'est-à-dire sans avoir une corporation reconnue par le roi, les domestiques fonctionnaient, avaient un mode de fonctionnement de solidarité qui s'y apparentait. Un domestique qui se retrouvait sans travail, claquait dans les doigts et il retrouvait 50 personnes qui lui disaient « tu peux aller ici, tu peux aller là, tu peux te recommander de moi ». Donc même quand la corporation n'était pas officielle et reconnue, le mode de fonctionnement corporatif était inhérent à l'esprit des gens qui travaillaient et qui avaient l'honneur du travail. Le travail était un honneur. La corporation faisait sa propre police. Il n'y avait pas de police du roi pour poursuivre un travailleur qui aurait fait par exemple une escroquerie. Un ouvrier qui va faire une escroquerie va être jugé par la corporation. Et vous savez, le jugement par la corporation, c'est vite fait, on vous éjecte. Si la corporation vous met dehors, vous n'avez plus de travail. L'esprit de la corporation est tellement fort qu'elle assure sa propre police par sa simple existence. La police du roi ne va pas mettre son nez dans la police des métiers. Chaque métier fait sa propre police. En protégeant le travailleur et en protégeant le métier, la corporation protège le consommateur. Le consommateur est assuré de la qualité du travail par la rigoureuse surveillance que la corporation fait des normes qu'elle a elle-même établies pour ce qui concerne le travail bien fait. On ne fait pas une table, on ne monte pas une charpente comme on a envie. On a appris, on a été formé par la corporation et on fait le travail en fonction de règles extrêmement sévères qui ont été élaborées par le métier lui-même. Les ouvriers incorporés élaborent leurs propres normes. Donc, le consommateur, l'acheteur d'un produit fabriqué par des ouvriers incorporés, donc par des ouvriers tout court, est assuré de la qualité. Et si la qualité n'y est pas, on se retourne contre la corporation qui elle-même se retournera contre le mauvais ouvrier qui ne s'en remettra pas, socialement parlant bien sûr, hein. On ne s'assure pas la peine de mort pour le mauvais travail. Donc, la corporation protège le travailleur et le consommateur et elle interdit l'intrusion du travail non contrôlé. Si vous voulez, allez, l'ouvrier incorporé, vous voulez une table, il vous la propose à 100, allez, venez chez moi, je vous la fais à 80, allez. C'est pas comme ça que ça se passe. La corporation a les moyens, puisque le roi lui en donne l'autorisation, d'interdire l'intrusion du travail non contrôlé. Et la corporation peut faire, et elle ne se prive pas de le faire, des visites domiciliaires chez ce qu'on appelle des faux ouvriers. Qu'est-ce que c'est qu'un faux ouvrier? C'est un ouvrier qui prétend avoir le métier alors qu'il n'est pas incorporé. Donc si vous faites du métier, si vous faites du travail non incorporé, vous êtes considéré comme délinquant. Et le roi autorise la corporation à poursuivre les faux ouvriers.
La corporation est de ce fait extrêmement puissante. Elle a une religion. La corporation est catholique. C'est comme ça. La corporation a son saint patron. La corporation a ses fêtes religieuses. La société d'Ancien Régime, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, est une société profondément catholique. Et la corporation est elle-même catholique. C'est comme ça. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est pas bien. Je vous raconte l'histoire, c'est-à-dire, c'est comme ça que c'était. Et comme la corporation était très puissante et qu'elle représentait véritablement les gens qui en faisaient partie, quand elle allait voir le roi, elle était entendue par le roi et elle pouvait présenter au roi les revendications de sa base. Un ouvrier incorporé était assuré, par l'intermédiaire de ses membres, d'avoir l'oreille du roi. Et quand la corporation demandait au roi quelque chose, le roi le lui accordait au titre de ce qu'on appelait un privilège. Un privilège. Qu'est-ce qu'un privilège? C'est un droit réclamé par la base et accordé par le roi dans le cadre d'une organisation communautaire. Par exemple, vous avez une association de cordonniers, admettons, je dis n'importe quoi, les cordonniers, admettons, ne sont pas incorporés. Ils s'organisent entre eux, ils vont voir le roi et disent « Majesté, voilà, nous sommes un nouveau métier, admettons, vous avez compris, c'est une figure, nous voudrions être organisés en corporation et avoir le privilège d'organiser tous les gens qui vont travailler pour les souliers, la réparation des souliers, etc. » Et le roi va dire « Je vous accorde ce privilège. » Privilège, ça veut dire loi privée. Ce qui est accordé à chaque corporation n'est pas la même chose que ce qui est accordé à la corporation d'à côté, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. Les demandes ne sont pas les mêmes. La réalité quotidienne n'est pas la même. Chaque métier s'organise en fonction de ses besoins, de ses nécessités et de ses devoirs. Donc chaque fois que le roi accorde un privilège, il répond à une demande émanant de la base et relayée par les représentants des corporations. Les corporations ont fait l'objet de critiques très virulentes et moi qui ne suis pas du tout spécialiste du Moyen-Âge, je commence ma période d'études autour du XVIIe siècle. Je peux vous dire que déjà à l'époque de Louis XIV, ça commence en 1643 et ça se termine en 1715, déjà à l'époque de Louis XIV, des critiques sévères secouent les corporations. Et qu'est-ce qu'on reproche aux corporations? Comme ce sont des organisations qui sont particulièrement, qui sont très très honorifiques, vous savez, les corporations, elles ont leurs processions, leurs costumes, leurs étendards, etc. On leur reproche de perdre leur temps en procès inutiles et en querelles de préséance. J'ai lu un jour un compte-rendu d'une cérémonie qui avait lieu dans une église où la corporation des uns voulait passer devant la corporation des autres, ils voulaient être les premiers et tout, enfin ce sont des petites scènes absolument ridicules, mais qui permettent de tourner en dérision des gens dont on peut dire qu'ils ont un orgueil mal placé et un peu stupide. Donc on dit que les corporations perdent leur temps et leur argent en procès ridicules. Les procès d'une corporation contre une autre, ça peut être de dire, par exemple, vous êtes la corporation des gantiers, vous fabriquez des gants, et vous êtes la corporation des pelletiers, vous tannez des peaux. Et alors ça, ce travail-là, ça relève du gantier ou ça relève du pelletier? On va faire un procès. Donc on se moque des corporations en disant qu'elles perdent leur temps en des procès inutiles et onéreux, parce que la justice, ça coûte cher. C'est encore le cas aujourd'hui, c'était bien pire encore à l'époque. Donc, on disait également des corporations qu'elles font payer abusivement des visites d'inspection, des banquets et des droits divers. Ah, les banquets des corporations. Régulièrement, les corporations organisaient des agapes. Et ça rigolait, et ça mangeait, et ça buvait. Et tout ça, c'était payé par les membres. Les membres, c'est qui? C'est les ouvriers incorporés. La critique est facile, elle est probablement également justifiée. Admettons, un abus, ça se corrige, on peut décider de faire des banquets un peu moins chers ou un peu moins fréquents. Parmi les critiques des corporations sous le siècle de Louis XIV, Louis XIV n'a pas été en reste. Et Louis XIV lui-même, personnellement, a dénoncé en 1691 le coût des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Si vous voulez être incorporé dans n'importe quel métier, il faut qu'après votre apprentissage, vous ayez présenté un chef-d'œuvre. Si votre chef-d'œuvre est agréé, vous êtes reçu dans la corporation. Si votre chef-d'œuvre n'est pas agréé, vous ne serez pas reçu.
Or, le chef-d'œuvre coûte cher, parce qu'il coûte cher en travail, il coûte cher en manœuvre, il coûte cher en matière première, le chef-d'œuvre coûte cher. Donc on dit, vous incorporez des gens en les ruinant. Voilà, le chef-d'œuvre coûte trop cher. La critique émanant également de Louis XIV et de son entourage dit que l'apprentissage n'est pas régi par des règles. L'apprentissage se fait un petit peu, non pas à la tête du client, mais à la tête de la corporation. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce que l'apprentissage doit être. Donc, telle corporation va avoir telle règle d'apprentissage, telle autre corporation va avoir d'autres règles d'apprentissage, et la critique est éventuellement justifiée de dire vous pourriez au moins vous mettre tous d'accord sur les principes de base de ce que sont les règles de l'apprentissage et du chef-d'œuvre. On prétend également que les droits d'entrée dans la corporation sont beaucoup trop onéreux et qu'un ouvrier qui a terminé son chef-d'œuvre et qui veut entrer dans la corporation, il va être obligé de payer le festin et la buvette. C'est lui qui va régaler. Alors nous avons été reçus tout à l'heure par nos chers amis, on nous a offert le vin et les sandwichs, et ben, un ouvrier incorporé, c'est lui qui paye au moment où il arrive. Regardez comme c'est vilain, on ruine l'ouvrier avant qu'il arrive. On dit également qu'il y a des procédures électorales douteuses. Pourquoi électorales? Parce que la corporation, elle est dirigée par des gens, et les gens en question sont élus par la corporation, par les membres de la corporation. Ça fait des briques, ça fait des cabales, tout ça c'est pas normal, c'est pas très clair. Et que proposait Louis XIV pour régler ces problèmes inhérents à la corporation? Il disait, on va transformer l'élection des représentants de la corporation en création d'office, c'est-à-dire qu'il suffira de payer pour pouvoir être représenté. Pourquoi est-ce que le roi dit ça? Le roi dit ça parce que depuis ses lointains aïeux, quand le roi a besoin d'argent, il crée un office, c'est-à-dire qu'il vend un office. Il crée un office qu'il va créer moyennant finance et il fera rentrer de l'argent dans les caisses. En gros, Louis XIV est bien gentil de dire ça, j'ai infiniment de respect pour ce grand roi, mais quand il critique les corporations, il essaie simplement de leur soutirer de l'argent. Donc, critique nulle et non avenue. Admettons que la critique de Louis XIV ait été justifiée, ses motivations, elles, n'étaient pas motivées par le bien du métier et le bien commun, mais par la détresse du trésor, qui en soi est certainement une motivation justifiée, mais qui n'a rien à voir avec le bon fonctionnement des métiers. Voilà. Donc en fait, Louis XIV et son successeur et arrière-petit-fils Louis XV vont assommer les métiers par des impositions. Quand le roi a besoin d'argent, il va taper sur les métiers. Pourquoi? Parce que les métiers sont riches. Et à force de taxer les métiers, on finit par les endetter et par faire en sorte que les métiers se récupèrent leurs fonds sur les nouveaux arrivants et on est ramené à la critique précédente. On fait payer trop cher, mais comme on impose les métiers sont obligés de refaire payer plus cher pour compenser les exactions fiscales. C'est comme ça que ça peut s'appeler, les exactions fiscales de l'autorité supérieure. En gros, toutes les critiques touchant aux métiers qui précèdent la période qu'on va appeler des Lumières sont des critiques qui sont à la fois justifiées, à la fois injustes, mais toutes de l'ordre de ce qu'on peut corriger. C'est-à-dire que si des abus ont cours, on peut corriger les abus. Tout abus peut être corrigé. Mais quand vous avez des abus dans une organisation, ou quand vous avez un malade, par exemple, une personne qui est malade d'un certain dysfonctionnement dans son alimentation, vous pouvez soit changer son alimentation, soit tuer le malade. Dans les deux cas, vous n'aurez plus de maladie, d'accord? Et qu'est-ce qu'ont fait les Lumières? Elles ont tué le malade et supprimé les corporations. La vague libérale qui s'abat sur la France pendant le siècle de Louis XV veut changer le monde et tout renverser. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, est un siècle au cours duquel on veut tout renverser. En 1714, alors les Lumières, ça commence dans les années 40. Donc 1714, c'est encore l'année du grand roi, puisqu'il va mourir en 1715. Un médecin venu de Hollande, qui s'appelait Bernard de Mandeville, a écrit une fable qui s'appelle « La fable des abeilles ». Cette fable des abeilles va vous montrer l'état d'esprit de ce qui sera les Lumières et qui va durer jusqu'à la Révolution. Écoutez bien, si en chaque part de la société le vice s'installe, tout devient un paradis véritable. Le vice, c'est quoi? C'est le plaisir et l'instinct. Ce que nous explique Mandeville, c'est que les vices privés sont les bienfaits publics. En gros, il faut des voleurs.
L'honnêteté est la mère de la paresse, et l'amoralisme le plus éhonté deviendra la norme. Les Lumières sont nées. On va cultiver le vice au lieu de la vertu. Pour la pensée libérale, c'est on va supprimer les normes. Qu'est-ce que c'est le libéralisme? C'est ce qui s'oppose à la réglementation. Vous avez compris que les corporations, c'est une réglementation rigoureuse, tatillonne. Le libéralisme va dire laissez faire. Arrêtez les normes, arrêtez les règles, laissez faire. Pour la pensée libérale, le corporatisme est intrinsèquement vicié, avilissant, empoisonnant. Il paralyse l'économie et affaiblit l'État. C'est-à-dire que les Lumières vont arriver en ne critiquant pas la façon dont les corporations dysfonctionnent, mais la façon dont les corporations existent. Ça n'est pas qu'il faut changer les corporations, il faut les supprimer. Selon la logique libérale, l'individu égoïste, on vous a dit, chargé de ses désirs, comment on disait, de vice privé, l'individu est l'initiateur et le régulateur, le producteur et le consommateur. Il est la mesure de toute chose. Pour les gens des Lumières, quand il poursuit ses propres intérêts de la façon la plus égoïste possible, l'individu agit dans le sens de l'intérêt général. C'est un renversement total de paradigme et de morale publique. À partir de 1750, le ministère de l'économie va devenir le terrain d'une lutte ininterrompue entre les libéraux et les conservateurs. Et la Révolution française, c'est la victoire des libéraux, et nous en sommes encore là. Que dit le credo libéral? Les Lumières vont assommer les corporations de leur critique de fond et non plus critique de la forme. Un certain Vincent de Gournay, Vincent c'est pas son prénom, c'est son nom de famille, Gournay c'est le nom de son château, fait une campagne virulente contre les corporations et il dit tout est à jeter, rien n'est bon dans les corporations, il faut les éliminer. Il dit le marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande en l'absence de toute réglementation, éliminera la mauvaise qualité. L'apprentissage, dit-il, écoutez bien, l'apprentissage est une servitude avilissante. On oblige des apprentis à apprendre en 10 ans ce qu'on peut apprendre en 10 jours. Alors, est-ce que l'un parmi vous connaît un métier qu'on peut connaître en 10 jours de pratique? Politicien. Moins que ça. Moins que ça. C'est une honte de dire des choses pareilles. Et les métiers, l'apprentissage, je ne pense pas qu'il était de 10 ans, sauf si on prenait les enfants à l'école, c'est-à-dire si on les prenait petits, ça pouvait éventuellement durer 10 ans, mais vous pouviez entrer en apprentissage à l'âge adulte, ça ne durait pas 10 ans. Mais en admettant, quel est le métier qu'on apprend en 10 jours? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que Vincent de Gournay vend comme idée que l'apprentissage en soi est avilissant et il prend n'importe quel argument pour le démontrer. Ces gens-là vont mentir de A à Z. Vincent de Gournay dit il faut déréglementer. Ça vous rappelle quelque chose? Vaguement, hein? On est un peu là-dedans encore. Il dit l'Europe nous regarde. L'Europe nous regarde. Faisons aussi bien que nos voisins. Faisons, dit-il, comme l'Angleterre et la Hollande qui n'ont pas de corporation. Mensonge. L'Angleterre et la Hollande ont des corporations et ont également des ennemis des corporations. Donc pour faire des comparaisons, on va chercher ce qui nous intéresse. L'encyclopédie, le fameux dictionnaire de Diderot et consorts, va se lancer contre les corporations, une campagne virulente dans laquelle elle va fustiger la fainéantise des ouvriers. Ces gens-là ne fichent rien. Regardez autour de vous, regardez les cathédrales, regardez les châteaux, regardez les maisons, regardez les meubles, regardez les bijoux, regardez tout ce qui a été fait dans l'ancien temps. Est-ce que ça n'est pas la merveille des merveilles? Est-ce que ce n'est pas la beauté entre tous? Tout ce qui est fait pratiquement depuis la fin des corporations relève de plus en plus de la laideur, et si vous voulez remonter au beau, il faut remonter au temps des corporations. Et on prétend que les ouvriers qui ont fait ces merveilles étaient des fainéants. Allons-y. Écoutez ce que disait Vincent de Gournay. Le gain assuré des corps de métier. Le gain assuré, ça veut dire
Le travail en l'absence de peur du chômage, c'est ça le gain assuré, hein. Ne nous trompons pas sur les termes. Le gain assuré des corps de métier ou de marchands les rend indolents et paresseux, pendant qu'ils excluent des gens fort habiles à qui la nécessité donnerait de l'industrie. On va faire un plus joli travail fourni par un gars qui est au chômage et qui est prêt à accepter n'importe quel salaire que par un ouvrier incorporé qui a ses congés assurés, sa sécurité sociale assurée, qui cotise pour sa femme en cas de veuvage. Celui-là va faire un moins bon travail que celui qui va être aiguillonné par la peur du chômage et de la faim. Quel mépris! C'est le mépris du travailleur et du travail. C'est ça l'esprit des Lumières. Le travail doit être une marchandise comme une autre. C'est l'ignorance de l'honneur du travail bien fait. Parce que le travailleur, et je pense que je m'adresse ici à des gens qui savent de quoi je parle, l'honneur du travailleur, quel que soit le salaire qu'il reçoive, c'est celui du travail bien fait. Et ça, les corporations le portaient. Et pas seulement les corporations, je fais partie de ces gens qui ont eu l'honneur de bien travailler. Mais l'esprit des Lumières ignore cet aiguillon de toute personne qui travaille, qui est l'honneur du travail bien fait. Ça s'appelle la conscience professionnelle. En fait, c'est une revendication du malheur du peuple pour le faire avancer. Le peuple avancera mieux s'il a peur du chômage, s'il est mal payé et s'il a la faim au ventre. Merci le progrès. Ces gens-là veulent supprimer, faire travailler le dimanche et supprimer les fêtes. Ça ne vous rappelle rien, Bagman? Ils disent qu'il faut supprimer les chefs-d'œuvre qui sont un racket inutile et onéreux. Voilà, le chef-d'œuvre est un racket inutile. Comment peut-on faire des belles choses si on n'a pas régulièrement des chefs-d'œuvre à montrer au public? Et des chefs-d'œuvre que chaque travailleur qui l'a réalisé peut montrer comme étant l'aboutissement de son apprentissage et de son honneur d'appartenir à un métier. Vincent de Gournay va faire circuler des fausses informations qui disent 10 000 artisans fuient chaque année le royaume pour aller à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont oppressés par les réglementations corporatives et 10 000 artisans, tous les ans, fuient la France pour se réfugier à l'étranger. Pourquoi a-t-il 10 000? Allez, je vais vous redire la même chose, ça va être aussi vrai. 100 000 artisans fuient chaque année le royaume pour aller à... Non, ça ne suffit pas. 1 million de travailleurs, on peut dire n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Les travailleurs français ne quittaient pas la France pour aller à l'étranger. C'est de la propagande mensongère. Que disent les libéraux? Les métiers n'ont besoin d'autre inspection que celle du consommateur-client. L'intérêt de tout marchand ou fabricant le porte à être de bonne foi. Ah ben bien sûr. Si je mens à mon client, il ne reviendra pas chez moi, donc mon client peut être assuré que je ne mentirai jamais. Vous n'avez jamais connu un marchand menteur, vous? Mais ils rêvent. Ces gens-là rêvent. Le credo libéral assure que là où l'intérêt commande, il n'y a pas besoin de loi. Les menteurs et les voleurs et les falsificateurs seront sanctionnés par l'absence de clients. Ben voyons. Où a-t-on vu fonctionner les choses comme ça? Il faut donc introduire l'économie de marché. La critique et le programme anti-corporation vont de pair avec la promotion de la libre circulation des grains. Pour mémoire, j'ai fait plusieurs conférences là-dessus. À cette époque-là, du temps jusqu'à la Révolution française, avec 2 ou 3 expériences dramatiques qui ont été en sens inverse, le prix des subsistances, c'est-à-dire le prix du pain, est fixé sur les marchés, en fonction, les marchés, c'est-à-dire les places des villages, en fonction du prix que le plus pauvre peut payer le pain. Le roi assure ce prix si les marchands n'arrivent sur les marchés que pour emporter ce que la population locale n'a pas pris pour sa consommation. Quand vous arrivez au marché le matin, vous savez qu'il y aura du blé, et le marchand qui veut aller vendre le blé du marché dans un autre lieu où il en manque passera après vous. Pour assurer cette garantie d'approvisionnement du peuple, il y a une police, la police des grains, la police du roi et la police qui protège la population contre les marchands.
En même temps qu'on fait la critique libérale des corporations, a lieu la critique libérale de la police du roi, et en même temps qu'on va supprimer les corporations, on va supprimer la police des grains et laisser au marché, avec un grand M, le soin de fixer le prix du pain. Ça va être des émeutes qui vont mener à la Révolution, et de la Révolution à l'Empire. Le libéralisme va affamer les foules d'un pays les plus prospères d'Europe. Pourquoi ? C'est pas parce que brusquement la noblesse et le clergé ont décidé que, non, c'est parce que le roi a baissé la garde, il a laissé les marchands fixer les prix, et que l'intérêt du marchand n'est pas l'intérêt du consommateur. L'intérêt du consommateur est de pouvoir acheter du pain au prix où il peut se l'offrir, alors que l'intérêt du marchand est de vendre le pain le plus cher possible. Et que ces deux intérêts sont incompatibles. Ce que Stephen Kaplan nous dit, et il a largement étudié, je vous recommande ces bouquins, si vous arrivez à les trouver, puisque maintenant c'est d'occasion, ça c'est d'occasion, puis il y a prix d'or de plus en plus. Si vous réussissez à trouver les livres de Stephen Kaplan, il a fait la critique de l'économie libérale concernant les subsistances et la critique de la suppression des corporations. Il est l'historien de référence. Donc, cette critique du programme anti-corporation va exactement en même temps et parallèlement à la critique de la police des grains. En même temps qu'on veut libérer, entre guillemets, le travail, on veut libérer les grains. En fait, on prépare quoi? Le capitalisme sauvage, qu'on va présenter comme un progrès. La propagande anti-corporation, à partir de 1768, va se déchaîner. Au moment de la libre circulation des grains, la première expérience officielle de libre circulation des grains a lieu en 1763. 1763, j'en ai parlé dans une conférence récemment. 1763, c'est l'année où les jésuites sont chassés de France. Et les jésuites étaient ces religieux catholiques extrêmement proches du roi, extrêmement critiques de tous ces pseudo-progrès en fait, qui étaient l'avancée du dieu Mammon, enfin l'avancée du règne de l'argent et de l'usure. Les jésuites étaient la critique la plus pertinente et la plus percutante. 1763, ils sont chassés de France. Merci également à M. de Voltaire, il a fait beaucoup pour. Et en même temps que les jésuites disparaissent, la première expérience d'économie libérale est lancée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de police des grains et les foules affolées vont courir après les convois de grains et se faire matraquer par la police qui est passée du devoir de protéger la population contre les marchands à celui de protéger les marchands contre la population. Donc 68, c'est 5 ans après le début de l'expérience libérale. Laverdy, qui est le contrôleur général des finances qui a instauré ce libéralisme, a subventionné un écrit qui s'appelle l'Odyssée de Shinki, fable quinco-chinoise, écrite par l'abbé Coyer. L'abbé Coyer, c'était un libéral entre les libéraux, qui diffame sous forme de petites historiettes avec des personnages rigolos, comme ils savaient faire à l'époque. Si vous regardez les contes philosophiques de Voltaire, c'est quoi? On invente des personnages qu'on veut plaisants, puis on leur fait dire ce qu'on a envie de faire passer. Donc cette Odyssée, cette fable cochin-chinoise diffame les corporations et conclut qu'il faut abolir les corporations, car si le marché fixe les règles, l'ouvrier qui fera mal sera puni par le rebut de son ouvrage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'ouvriers qui travaillent mal, sauf un ouvrier au chômage. Ben voyons. L'ancien système, dit cette histoire, favorisait les fils de maître pour obtenir la maîtrise à moindre coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un maître d'une corporation, dans une corporation, avait la possibilité de former son fils à des conditions plus avantageuses que le fils d'un autre, disons qu'il aura moins à payer pour être incorporé. Sauf qu'il aura moins à payer, mais c'est lui qui forme son fils. Donc l'ancien système favorisait les fils de maître. Et la critique va dire, on empêche d'entrer dans la corporation tous ceux qui ne sont pas fils de maître. En fait, il faut être fils de maître pour avoir le droit de travailler. Et là, la critique est virulente. C'est-à-dire que les corporations sont des gens qui défendent les leurs contre les compétences de gens qui ne font pas partie de la coterie. La critique est sévère, elle est grave, mais elle est fausse, elle est mensongère. Les 4/5 des ouvriers incorporés ne sont pas fils de maître. Les 4/5 ne sont pas fils de maître. Ça veut dire que la corporation assure authentiquement un ascenseur social. Vous pouvez ramasser un gamin dans un ruisseau, le mettre en apprentissage
s'il suit le cursus, il deviendra maître un jour. Ça s'appelle l'ascenseur social. Et la critique des corporations prétend que c'est l'inverse et que les corporations ne favorisent que les fils de maître. C'est un mensonge. On invente un gros mot pour supprimer les corporations. On va dire que les travailleurs ont le droit au travail et ce droit appartient au peuple et il est inconcevable de faire payer au peuple le droit de travailler. Le droit. Bientôt, ça sera les droits de l'homme. On commence par le droit de travailler. Vous avez le droit de travailler, il devrait être interdit de vous faire payer pour avoir le droit de travailler. Vous savez, le marché, lui, il est juste, le marché, il est bien, la morale s'en mêle. On est contre les corporations parce que c'est bien d'être contre les corporations et que les corporations, c'est mal. Dehors l'État, dehors la police, le marché va tout faire. Place à l'innovation. Comment va-t-on faire pour garder la qualité? Mais la concurrence, monsieur, la concurrence, l'émulation entre les corporations. La concurrence suppléera à tous les règlements. On abolit tous les règlements, mais le meilleur passera et le moins bon ne passera pas. Voulez-vous que les hommes soient justes et honnêtes? Faites qu'ils aient intérêt à l'être. Écoutez, monsieur Attali, il ne dit pas autre chose. Il ne dit pas autre chose. Ce que prétendent les libéraux, c'est que l'intérêt particulier est le garant de l'intérêt général. Et c'est ce que disait Mandeville, les vices privés font les vertus publiques. Vous avez déjà vu ça fonctionner quelque part? On cherche encore. Parmi toutes les tentatives de réforme, on envisage de plus en plus de remplacer le contrôle corporatif par l'achat de maîtrise. L'argent remplacera la compétence. On sera ouvrier si on paye. Eh bien, vous savez ce que c'est devenu? C'est devenu la patente. Pour vous installer comme artisan, pendant des années, il fallait payer une patente. Et avant la patente, c'était le chef-d'œuvre que vous payez à la corporation pour faire fonctionner la corporation et en obtenir les compétences qui vous permettront d'exercer le métier. Paradoxalement, alors là, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais le Parlement de Paris, pendant très longtemps, pendant tout le XVIIIe siècle, a fait de l'obstruction systématique à la monarchie en lui reprochant les excès de son contrôle. Et là, pour ce qui concerne les corporations, c'est très intéressant à noter, le Parlement va être avec les corporations contre l'absence du contrôle du roi. Dans la réforme de corporation, on demande au roi d'intervenir le moins possible. Et là, dans cette configuration, le Parlement va demander au roi de conserver la poigne, le contrôle et l'autorité. Le ministère Terray. Terray est le dernier ministre des Finances, on disait contrôleur général des Finances, de Louis XV. Ça serait l'objet d'une autre conférence, j'en ai fait une récemment à Avignon, je vais certainement revenir sur le sujet. Le grand problème de la royauté pendant tout le siècle, c'est l'augmentation de la dette. La dette enfle, le roi doit de l'argent partout, et pour payer ses dettes, il faut qu'il contracte des emprunts. Voilà. Terray, dernier contrôleur général des finances du roi Louis XV, a lancé des emprunts qui ont tous été des échecs, c'est-à-dire que le roi paye tellement mal ses créanciers que quand il lève des fonds, quand il demande des fonds, il n'en trouve plus. La situation devient dramatique. Alors, l'abbé Terray, que je vous dise une chose, en 1770, il a abrogé les dispositions libérales qui avaient introduit l'économie de marché dans le commerce des grains. Donc c'est un anti-libéral. Il a été extrêmement dur avec les gens qui avaient prêté de l'argent au roi à des taux souvent usuraires et que le roi ne pouvait pas rembourser. C'est-à-dire que l'abbé Terray est allé chercher les créanciers du roi en disant « Bon ben voilà, monsieur le ministre, nous avons prêté tant au roi, le roi ne nous paye pas, quand pouvons-nous espérer être remboursés ?» L'abbé Terray leur disait « Jamais, vous pouvez rentrer chez vous. » C'est une façon très très cavalière de considérer les créanciers de l'État. Il était entre le marteau et l'enclume, il fallait qu'il trouve de l'argent, il n'en trouvait pas, il fallait également qu'il réussisse à rembourser, il n'y arrivait pas non plus. Toujours est-il que Terray, qui a été un personnage abondamment haï par tous les créanciers du roi, a eu par rapport au libéralisme une critique extrêmement pertinente.
Terray était rien moins qu'un imbécile ou qu'un malotru. Écoutez, il disait 3 sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Parce que la grande affaire avant les corporations, c'est le libéralisme sur les grains, d'accord ? 3 sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Les propriétaires de biens fonds, c'est-à-dire de terre, les cultivateurs et les consommateurs. Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable aux propriétaires. C'est bien de le reconnaître. Vous êtes propriétaire de terre, vous avez absolument intérêt à ce que le prix des grains soit le plus haut possible. Devinez pourquoi. À l'égard des cultivateurs, ceux qui travaillent la terre, l'avantage qu'ils y trouvent est purement passager, puisqu'à l'expiration du bail, les propriétaires savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fermage. Vous avez compris ? Vous êtes cultivateur, le prix des grains a augmenté, c'est parfait, à l'expiration du bail, hop, on va vous remonter le loyer. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, les consommateurs souffrent évidemment le plus grand préjudice de la liberté qui porte les prix à un taux que n'a plus aucune proportion avec les moyens de subsister et qui augmente toutes les dépenses. Le ministre des Finances était parfaitement au courant que la suppression de la police des grains, c'est-à-dire la libéralisation de l'économie, allait faire plaisir aux gros propriétaires et allait jeter dans la détresse tout le reste de la population. Et l'abbé Terray concluait que la liberté n'était favorable qu'au plus petit nombre de citoyens, indifférents aux cultivateurs et très préjudiciable à l'incomparablement plus grand nombre des sujets du roi. On ne peut pas dire que les choses n'étaient pas claires. En fait, au moment de la mort de Louis XV, l'abbé Terray est renvoyé. Son ministère prend fin avec la mort de Louis XV. Louis XV est mort en 1774. Arrive le jeune Louis XVI, environné de libéraux qui lui expliquent « Majesté, Majesté, nous allons régler tous vos problèmes, nous allons régler toutes vos dettes, nous allons payer toutes vos dettes, il faut faire confiance au progrès, laissons tomber toutes les vieilles lunes, on évince Terray, qui pourtant avait compris beaucoup de choses. Il a fait des choses gravement préjudiciables, mais globalement, il avait compris qu'il ne fallait pas pressurer le peuple. Et sous l'influence d'un certain Maurepas, qui avait été ministre dans son jeune temps de Louis XV, que Louis XVI est allé rechercher, Louis XVI va remplacer l'abbé Terray par Turgot, libéral et encyclopédiste. Et alors ça, notre cher Voltaire a failli se pâmer d'aise et de bonheur. L'intelligence venait enfin d'arriver au pouvoir, nous allons vivre sous des cieux nouveaux, etc. etc. Turgot, 48 ans, je crois, au moment où il arrive au contrôle général, il a un programme. Il va voir le roi qui est accablé sous la dette. Et il lui dit « Majesté, point de banqueroute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent que vous devez, vous allez le payer. On ne va pas mettre la royauté en cessation de paiement. Point d'emprunt, on ne peut plus emprunter, c'est fini. On a été au bout de ce qu'on peut emprunter, de toute façon, plus personne ne veut prêter au roi. Et pas d'augmentation d'impôts non plus. Ah ben c'est merveilleux. On va rembourser toutes ces dettes sans augmenter les impôts et sans emprunter de nouveau, on va faire comment? On va faire un miracle. On va libéraliser le commerce des grains et on va recommencer. On va faire comment? C'est pas difficile. On dit, on va taxer les terres, tout le monde sera taxé, et on va laisser le prix du grain monter. Plus le grain sera vendu cher, plus le roi pourra percevoir d'impôts. Et on aura résolu le problème de la dette. Vous avez compris? Oh, comme c'était intelligent. Et en même temps qu'il propose, qu'il propose au roi, il impose à la France la libéralisation du prix du grain, il propose la suppression des corporations. C'est-à-dire qu'on va ouvrir l'économie de marché à deux notions, la subsistance du peuple et le travail du peuple. Le travail va devenir une marchandise comme une autre. Il écrit « C'est, après la liberté du commerce des grains, un des plus grands pas qu'est à faire l'administration vers l'amélioration, ou non plutôt la régénération du royaume. On va régénérer le royaume de France en supprimant les corporations. » Séguier, qui était, je crois, est-ce qu'il était premier président ou avocat général? Séguier était un haut magistrat du Parlement de Paris, a écrit au roi à la suite de cette remarque de Turgot, et il a dit «
Le but qu'on a proposé à votre Majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Et les gênes et les prohibitions introduites par le régime réglementaire incluent bien évidemment les règles concernant les métiers. Ce sont ces gênes, ces entraves et ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France. Majesté, vous voulez supprimer les réglementations, vous allez tout perdre. Qui a eu raison? Turgot a obtenu du roi un décret interdisant les mémoires en faveur des corporations, c'est-à-dire qu'il lance une campagne pour supprimer les corporations et dans le même temps il interdit qu'on les défende par écrit. Ça s'appelle le libéralisme. On va tout libéraliser sauf la parole. Et ça, c'est d'emblée dans toutes les batailles des Lumières. Depuis le début des Lumières jusqu'à la fin, ces gens réclament le droit de tout faire, sauf de les critiquer. Pour Turgot, le libre-échange de propriété, y compris la propriété dans le travail, doit passer exclusivement par le marché. Et il va plus loin. L'argent, c'est pas que le travail est une marchandise. Le blé est une marchandise comme une autre. On a le droit de le vendre et de l'acheter au prix qu'on arrive à le vendre et à l'acheter. Le travail est une marchandise comme une autre. On paiera un ouvrier le prix qu'on réussira à obtenir un contrat avec lui. Et plus il crève de faim, plus le salaire sera bas. Mais surtout, l'argent. L'argent est une marchandise comme une autre. Et il faut légaliser l'usure. Il n'y a pas de roi de France ou de Navarre ou d'ailleurs qui n'ait considéré l'usure comme la sangsue du peuple. L'usure, c'est le fait de prêter de l'argent moyennant des taux qui étranglent l'emprunteur. Turgot veut légaliser l'usure. Il faut libéraliser l'usure. Il faut que chacun puisse vendre l'argent qu'il a au prix qu'il réussit à le placer. Le 1er mai 1775, Turgot envoie au curé de Paris un mémoire. Je vous le conseille, il est en libre accès en PDF sur Internet. Tout le monde peut trouver ce mémoire. Vous faites Turgot 1er mai 75, curé de Paris, vous allez le trouver. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier le manœuvre. Le prix du pain augmente, l'ouvrier le manœuvre, continue de pouvoir manger. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir, et c'est cette portion de famille qu'il faut chercher à occuper et à salarier. Le 1er mai 1775, Turgot, homme des Lumières, dit que pour résoudre le problème de la misère ouvrière, il faut faire travailler les enfants. C'est là que ça commence. On mettra les enfants au travail. Et dans l'Ancien Régime, les enfants, et j'en ai suivi, je vous prie de me croire, des milliers. Les enfants sont à l'école ou à l'atelier en apprentissage. Autre manière d'être à l'école. Les enfants ne gagnent pas leur vie. Leur père les nourrit. Et s'ils sont à l'atelier, c'est au titre d'apprentissage. Sinon, ils sont à l'école. Il y a dans Paris, en 1750, 500 écoles paroissiales. Paris a 500 000 habitants. 500 écoles paroissiales dans Paris intramuros. C'est beaucoup plus petit que le Paris d'aujourd'hui. Donc, pour compenser la cherté que le libéralisme fait subir au peuple, Turgot invente le travail des enfants. Il abolit les corporations en février 1776. Il n'y a plus de corporations au Royaume de France. Des gens se lèvent pour dire « Monsieur le ministre, là, c'est pas bien ce que vous avez fait. Premièrement, vous avez décrit la situation des artisans comme si elle n'avait pas changé depuis le Moyen-Âge. » Turgot, pour critiquer les corporations, est allé chercher des vieux mémoires qui dataient de 200 ans, 300 ans, 500 ans, pourquoi se gêner, en disant voilà la situation. Il n'est pas allé voir ce qui se passait sur le terrain. Donc les gens le lui rappellent, mais c'est trop tard, le décret est passé. Turgot prétend que dans presque toutes les villes, il n'y a qu'un tout petit nombre de maîtres. Mais ça, c'est comme les 10 000 artisans qui quittent les villes, qui quittent la France, pourquoi pas 1 million, pourquoi pas 6 millions, si vous voyez ce que je veux dire. Il ment, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi.
La défense des corporations se met en branle. On met l'arbitraire à la place du droit, dit-on. On avait une société ordonnée. Maintenant, ça va être le règne de l'arbitraire le plus total. On redoute, et à juste titre, l'extinction des sentiments d'honneur. Et oui, l'honneur du travail bien fait. Quand l'argent sera l'alpha et l'oméga du travail, l'honneur ne sera plus présent. Et c'est évidemment ce qui va se passer. La police de la corporation épargnait au roi la sienne. L'honneur était l'instrument des corporations pour maintenir l'ordre. Il menaçait les coupables bien plus sûrement que la police civile. Et en même temps qu'on va abolir les corporations, on va multiplier les agents de police qui vont aller surveiller les ouvriers. Qu'est-ce que c'est que la misère ouvrière qui va suivre? C'est directement lié à ça. La critique dit que la concurrence illimitée est immorale. La concurrence est perfide, elle dresse les individus les uns contre les autres. Mais c'est exact. Pourquoi seriez-vous en concurrence avec... Vous êtes menuisier, pourquoi seriez-vous en concurrence avec le menuisier d'en face? Mais dans l'ancien temps, le terme même de concurrence n'avait aucun sens, puisque tous les ouvriers travaillaient dans la même direction, suivant les mêmes normes. Il n'y avait pas de concurrence. La corporation des fruitiers. Fruitier, c'est une corporation. On apprenait le métier de fruitier. Et oui, tout métier s'apprend. Ils écrivent, plus on réfléchit sur notre philosophie moderne, plus on est convaincu que le premier de tous les principes est l'égoïsme. Liberté, propriété, voilà les signes de ralliement. Liberté, propriété, égoïsme. La philosophie moderne a donc été dans la nécessité de tout attaquer. La religion, la subordination, les différences essentielles qui caractérisent les États, rien n'a été respecté. Les lois sont autant d'injustices dès qu'elles nuisent à la liberté et à la propriété. Eh bien, la Révolution française, ce sera ça. Liberté, égalité, propriété. Fraternité, ça a été inventé après. Cet univers impitoyable qui est en train de se mettre en place horrifie les fruitiers. Ils disent « l'homme n'est véritablement libre que pour le bien, il doit être arrêté quand il veut faire le mal, il ne doit pas abuser de sa propriété pour priver ses concitoyens des objets absolument indispensables à son existence ». Mais la raison d'être des corporations, ça n'était pas que le bien des incorporés, c'était le bien commun, collectif de toute la société. Toute corporation avait inscrit dans ses gènes qu'elle était là pour le bien commun, pas que de sa corporation, mais du royaume. Alors que les économistes les appellent du vol, les règlements contre l'accaparement et le vol vont dans le sens de l'intérêt général. Tout règlement est fait pour que les choses fonctionnent. Et les économistes disent « mais les règlements, c'est du vol !» Non. Avez-vous vu déjà, incidemment, des ouvriers qui défilent pour demander plus de liberté de faire n'importe quoi? Moi, je n'ai jamais vu que des revendications de réglementation. Le peuple demande des règles et les puissants demandent de la liberté. Et ça, j'ai une petite expérience à la matière. Petite, je ne me prends pas pour une grande syndicaliste, mais j'ai fait un peu de syndicalisme du temps que j'étais à gauche. J'ai mordu à tous ces mensonges. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Avec l'abolition des corporations, le roi n'aura plus moyen de faire connaître à qui édicter ses volontés. La corporation, c'était un intermédiaire extraordinaire entre le roi et le peuple. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Les revendications du peuple atteignaient le roi et les volontés du roi atteignaient le peuple. Si on supprime les corporations, on coupe un lien qui fonctionne depuis des siècles et des siècles. En fait, la dissolution de tous les corps intermédiaires est incompatible avec le principe d'une monarchie. Eh bien, ça va nous mener à la République. Pour Turgot, le libre-échange de propriété, y compris la propriété dans le travail, doit passer exclusivement par le marché. Il ne veut connaître que des individus, il ne reconnaît ni groupe ni corps. Ça, c'est du Rousseau. Il y a l'État et il y a les individus. On y est encore. La maîtrise, dit-il, n'est pas un bien légitime, c'est un privilège. Ben non, c'est un bien légitime, la maîtrise. Ça s'est payé en droit d'entrée, mais en années d'apprentissage et en années de travail. Or, Turgot, quand il a supprimé les corporations, il n'a rien préparé pour la suite. Et au moment où il supprime les corporations, on voit venir des files d'ouvriers venus s'inscrire pour pratiquer leur nouveau commerce. Et il dit, alors maintenant, on fait quoi? On
ne sait pas. Écoutez, rentrez chez vous, on vous rappellera. Et les gens qui venaient, qui étaient là pour inscrire les nouveaux ouvriers dans ce statut bâtard qui n'était ni incorporé ni on ne savait pas quoi, disent on vous appellera quand on aura des renseignements complémentaires et quand on sera enseigné sur votre moralité. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que peut-être que pour pratiquer un métier par quelqu'un, il faut savoir d'où il vient, d'où il sort, est-ce qu'il a une moralité. Une moralité, maintenant c'est un gros mot, mais à l'époque ça avait un sens. Toutes les anciennes structures, pas toutes, c'est pas vrai, pas toutes parce qu'il en est resté qu'on a fini d'achever à la Révolution française, mais on a démantelé les anciennes structures corporatives. Écoutez ce qui s'est passé. Quelques heures après l'enregistrement au Parlement du décret d'abolition des corporations, les commissaires ont investi les corporations avec l'aide du guet et la robe courte. La robe courte, c'est les archers du Châtelet de Paris. Châtelet de Paris, c'est la police parisienne. Voilà. Donc ils investissent les corporations, ils comptent les tables, les chaises, les tableaux, les meubles, ils apposent des scellés, ils comptent les rideaux, les tableaux, les objets de porcelaine, les déteints, les registres, les procès-verbaux d'assemblée, les contrats de réception des maîtres, ils volent les archives qui contiennent toute la vie de la corporation, ils confisquent l'argent liquide, l'argenterie, tout le matériel de valeur qui servait au rituel de la confrérie. Je vous ai expliqué que les confréries avaient un mode de fonctionnement catholique, donc ils avaient des objets de culte. Tout a été volé. On a résilié les baux de location des corporations, on a même dédommagé ceux des propriétaires qui avaient des difficultés à trouver de nouveaux locataires. On a vendu à l'encan les meubles et les biens, certains pour des prix dérisoires. C'est un cauchemar. On a estimé les immeubles à bas prix et on les a vendus. C'est un pillage. Ce sont des siècles et des siècles de fortunes ouvrières qui ont été vendues à l'encan pour faire plaisir au délire d'un ministre libéral. Il y a des gens qui ont trouvé ça absolument euphorisant. Les ouvriers de base qui n'avaient pas encore passé leur maîtrise, on est maintenant les égaux des maîtres. Oh, vive la liberté! La liberté, c'est l'égalité. La légalité, c'est qu'on a le droit de tout faire. Un ouvrier, un soir, est sorti de guinguette, il a rejoint sa chambre au faubourg Saint-Antoine en montrant ses fesses aux passants et en disant « Vive la liberté ». On a aboli les corporations, je peux montrer mes fesses. C'est un peu ça, non? Des ouvriers planquent leur maître et passent leur journée dans les cabarets. Parce que le maître qui avait des ouvriers, si les ouvriers ne venaient pas au boulot, on allait les chercher, C'était contractuel, hein. Vous voulez travailler dans la corporation, donc vous êtes là à l'heure. Si vous n'y êtes pas, si vous partez, on vient vous chercher, manu militari. Et à partir du moment où on a supprimé les corporations, les ouvriers planquent leur maître et ils vont passer la journée au cabaret. Si le maître vient les chercher, ils font un doigt d'honneur, en disant allez les faire voir. Un jour, un agent de police est venu chercher un ouvrier, l'ouvrier l'a souffleté à double tour en lui disant viens me chercher, moi je suis libre, maintenant il n'y a plus de corporation. C'est-à-dire qu'on organise le chaos. On peut organiser le travail dans une société avec des règles pareilles. Le lieutenant général de police s'appelait Albert, c'est son nom de famille. Hein. Il a été obligé de préciser publiquement que les compagnons ne peuvent en aucun cas maltraiter le maître, sa femme et sa famille. Parce qu'on s'est amusé à aller casser la gueule au patron. Bah oui, puisque maintenant il n'y a plus de... on a le droit. Et puis sa femme, et puis sa fille. Turgot est renvoyé en mai 1776, peu après son affreuse lettre au curé de Paris en disant qu'il n'y avait qu'à faire travailler les femmes et les enfants. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a les femmes aussi. D'où croyez-vous que des femmes ont mis leurs enfants de côté pour aller vendre leur lait aux nourrissons des femmes plus riches? Quand le père ne peut plus nourrir la mère et les enfants, que font les mères? Elles vendent leur lait et leurs propres enfants, ils vont où? Ils vont où? C'est pas de la décadence, c'est pas de la déchéance. Turgot a été renvoyé en mai 76 et les corporations ont été rétablies, mais jamais comme elles avaient été avant. La sélection par l'argent a fait son apparition. On pourra être incorporé en payant. Et on voit passer des incompétents qui obtiennent la maîtrise parce qu'ils ont graissé la patte à qui il fallait. Et il n'y a même plus moyen de les poursuivre parce que c'est rentré dans l'état d'esprit, dans les mœurs.
Face à la sélection par l'argent, les corporations qui sont rétablies résistent à tout prix par le chef-d'œuvre. Les corporations veulent absolument conserver le chef-d'œuvre qui reste le rempart pour conserver le contrôle du recrutement des corporations. Mais on prépare la mise à mort définitive. Turgot, ça a été l'essai de remplacement des corporations. Il a réussi à 80%, les 20% restants tiennent encore bon, il n'y en a plus pour longtemps. Pour les libéraux, la société est composée d'individus sans attache. La maîtrise n'est pas justifiée par les lois de la nature qui déterminent l'organisation sociale politique légitime. Il n'y a qu'une seule corporation, c'est celle de tous les Français. Ça va donner la République. L'ordre social, écrit Sieyès. Sieyès, c'est un monsieur, c'est un abbé qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers-État » ? L'ordre social exige de ne point laisser les citoyens se disposer en corporation. Or, la corporation, c'est ce qui protège l'individu par le groupe. Donc, on va supprimer jusqu'à l'esprit même des corporations. Et le sort des corporations, alors écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est essentiel pour comprendre la suite, et la suite c'est la Révolution. Le sort des corporations s'est joué lors des procédures électorales des doléances de 1789. Alors, 1789, réunion des États généraux. Les États généraux, si ça n'est pas la noblesse ou le clergé, c'est le tiers-État, d'accord, le tiers-État. À Paris, sur Paris, et nous allons parler de Paris exclusivement, pas de la province, pour les besoins du propos, il existe deux autorités sur les Parisiens. Il y a le Châtelet avec son lieutenant général de police qui, lui, reconnaît les corps. Les corporations s'adressent au lieutenant général de police. Et l'hôtel de ville, qui est présidé par le prévôt des marchands, pour qui la société est composée de citoyens individuels. D'un côté, les marchands, de l'autre côté, les maîtres. On s'entend pour que le Châtelet organise, pour les États généraux, la représentation de la noblesse et du clergé, et l'hôtel de ville s'occupera des élections du tiers-État. L'hôtel de ville a exclu de la représentation aux États généraux les domestiques et les contribuables au-dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être représenté, on ne peut pas écouter vos doléances si vous ne payez pas une certaine somme d'impôt. C'est déjà le principe de la... Comment appelle-t-on ça, du suffrage censitaire. Vous ne pourrez voter que si vous avez un minimum de revenus. On exclut les femmes, on exclut les étrangers, et ce sont les marchands qui vont superviser les votes et les doléances du tiers-État à Paris. À Paris, aucun ouvrier incorporé ne pourra déposer ses doléances. 500 000 habitants à Paris, les ouvriers ne vont pas s'exprimer aux États généraux. Les États généraux à Paris seront représentés par des marchands libéraux. Les ouvriers ne seront ni entendus ni représentés. Le règlement du 24 mars 89 qui ordonnait la distribution du tiers-État des villes par corporation, quand le roi a dit on va organiser les États généraux, c'est-à-dire on va écouter les doléances, il a ordonné la distribution dans les villes du tiers-État en corporation. À Paris, ça n'a pas été respecté. Et Paris, c'est quand même le cœur, ça sera le cœur de la Révolution. À Paris, les corporations sont privées du droit de concourir à la formation des cahiers de doléances et à l'élection des députés de la Commune de Paris. Les députés de la Commune de Paris qui vont mettre la France en coupe réglée sont des marchands libéraux, pas d'ouvriers. À votre avis, il y a plus de marchands ou d'ouvriers à Paris ? La municipalité n'a annoncé son coup qu'à la dernière minute, et trop tard pour que les corporations puissent réagir. Ils ont fait leur coup en douce. Maîtres et maîtresses, c'est-à-dire les patrons des corporations, ont voté des doléances de caractère général, remettant à plus tard leurs doléances corporatives. On verra après, et après n'est jamais venu. On n'a plus jamais écouté les corporations. En province, les corporations ont été représentées. Mais à Toulouse, les capitouls, ce sont les magistrats de Toulouse. À la dernière minute, les capitouls n'ont retenu pour leurs doléances que ce qui n'était pas corporatif, dont une supplique des corporations pour qu'on maintienne leur statut.
Les capitaux ont mis ça de côté et ça n'est pas monté à Paris. Le libéralisme, si au marchand, c'est lui qui va donner le ton de la révolution. Libéral et fier de l'être, le grand maître de la franc-maçonnerie, en l'occurrence le Grand Orient de France, s'appelle Philippe d'Orléans. C'est un cousin du roi. Il distribue lui-même des cahiers de doléances sous forme de modèle en disant « vous remplissez et vous signez là », dans lequel il demande la libre circulation des grains et la suppression des corporations. Le monde ouvrier, qui n'a pas été représenté à ce qui est devenu l'Assemblée nationale, a résisté de toutes ses forces au libéralisme ambiant. Les cordonniers ont envoyé une supplique. Ils disent que la cause des troubles est la cherté du pain occasionnée par le commerce des grains. Vous avez tous entendu que la Révolution française, les gens ont faim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de blé? C'est parce que c'est la libre circulation des grains qui accourt. C'est parce que c'est le libéralisme qui a été retenu, en l'occurrence par Louis XVI, mais ça faudra que je vous explique une autre fois dans quelles circonstances ça s'est fait. Le commerce des grains du pauvre est une monstruosité, disent les cordonniers. Le pain appartient au peuple et non pas au commerce. Le travail appartient aux corporations et pas au marché. On ne les écoute pas. Ce n'est pas les corporations qu'il faut supprimer, c'est le commerce du grain qu'il faut supprimer. Les cordonniers réclament, supplient qu'on ressuscite les anciens règlements et veulent qu'on impose la peine capitale à quiconque les violerait. On ne les écoute pas. On ne les écoute pas. Pour les corporations, il y a un lien incontestable entre la réglementation des grains et la réglementation du travail, et c'est un crime de laisser l'un et l'autre à l'arbitrage du marché. Le peuple français qui travaille au début de la Révolution est parfaitement conscient de qui fait quoi. N'imaginez pas que nos aïeux n'avaient pas compris ce qui se passait. Un certain Mirabeau écrit « L'État ne doit pas, ne peut pas empêcher quiconque d'exercer le métier qu'il veut. » Ah ben oui, on défend la liberté, donc on va interdire les corporations. Sieyès, toujours le même, dit que le monopole dégrade la qualité du travail et fait monter les prix en étouffant la concurrence. C'est ça. La corporation fait monter les prix. Ça n'a jamais été le cas puisque la corporation fixait les prix qui étaient valables pour tous les ouvriers de la corporation. Donc c'est faux. Ce sont encore des mensonges. Roland, le Girondin, futur ministre, écrit « La révolution doit être saluée comme la fin nécessaire des corporations qui sont le privilège dégradant de l'esprit de corps. Seule une logique individualiste peut produire des sociétés authentiquement altruistes. » Alors là, je vous la rejoue. On est altruiste si on est égoïste. D'accord? On commence. L'altruisme par l'égoïsme. C'est pas beau, ça? C'est pas des beaux sophistes, nos révolutionnaires? Les corporations sont un privilège. Et on va abolir les privilèges. Vous avez compris? Il y a une réunion préparatoire qui se joue avant la séance du 4 août. Le 4 août, ça va se tenir une nuit durant laquelle 100 députés préparent la destruction de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. Le grand moment de l'abolition des privilèges, c'est la mise à mort de la protection des travailleurs. L'industrie est libre. 4 août au matin. L'industrie est libre, l'intelligent ouvrier capable de gagner pour lui-même et sa famille ce que gagne sur lui un maître avare et quelquefois ignorant ne sera plus obligé d'être riche pour avoir le droit d'exister. C'est pas un beau renversement, ça? L'ouvrier va être libre de ne pas avoir de corporation pour le protéger. Ça, c'est 4 août 89. 2 ans passent, nous sommes en 91. Le décret d'Allard, d'apostrophe Allard, c'est un monsieur qui a fait passer son délit d'abolition de la corporation au milieu d'une loi qui parlait d'autre chose, très très futée. Il fait une grande loi et en dernier article, il met l'abolition des corporations. Comme de toute façon, toutes ces réunions étaient interminables et que les choses importantes se faisaient au petit matin, les Français n'ayant vu du bleu, de toute façon, y aurait-il vu quelque chose? Qui était là pour les défendre? Au printemps 91, on voit circuler dans Paris des charrettes chargées de piles de registres, de livres, de meubles, de bannières, d'argenterie, d'objets professionnels et funèbres qu'on stocke dans un ancien bâtiment du palais. Parce que ça avait commencé en 1976, mais ça n'avait pas été terminé.
Le corps des merciers drapiers a un immeuble évalué à 73 000 livres. Pour avoir des euros, vous multipliez par 30. Avec d'immenses salles, d'élégants bureaux, de longs couloirs ornés de somptueuses boiseries et de tapisseries, d'une sculpture de Mercure, de dizaines de tableaux dont les portraits des 2 derniers rois et de 18 maîtres distingués, sièges sculptés, bureaux en marqueterie, immenses armoires, horloges comptoises, des centaines de registres contenant des procès-verbaux de délibération de ces 2 corps constituant les 6 corps c'était les 6 corps les plus importants des corporations de Paris, les archives des dossiers de réception et d'élection, la correspondance, les comptes, les actes de police et judiciaires, les statuts, les règlements, les emprunts et dettes, les droits et tarifs, etc. Nombreux livres dont le dictionnaire de police de Des Essarts en 8 volumes, plus un débarras de marchandises saisies, des bijoux, des draps de toutes sortes, tout fut mis à sac. Fin de citation, merci Monsieur Kaplan. Une fois que les corporations ont été interdites et saisies et expropriées, on a fait passer la loi Le Chapelier qui a interdit les coalitions d'ouvriers. Qu'est-ce que c'est la loi d'Allard? C'est l'interdiction de la coalition des maîtres, et la loi Le Chapelier, c'est l'interdiction de la corporation des ouvriers. Dans un premier temps, on muselle les maîtres, et dans un deuxième temps, on muselle les ouvriers. La loi Le Chapelier a été votée sans discussion le 14 juin 1791. Et quand je dis sans discussion, tous ceux qui feront la montagne et les grandes envolées prétendument populaires, on ne les a pas entendus. Comment il s'appelle? Si, il y en a un qu'on entendra. Bon sang. Macron. Ça me reviendra. Enfin, c'est celui qui s'est fait assassiner dans sa baignoire. Marat aura un discours extrêmement pro-corporatif. Mais Robespierre, on n'entendra pas. Marat défendra les corporations. Le Chapelier, à la séance du mardi 14 juin 91, dit « Il est sans doute permis à tous les citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes. » Heureusement. Hein. Mais il ne doit pas être permis aux citoyens de la même profession et du même état de s'assembler pour leur prétendu intérêt commun. Et n'y ayant plus de corporation ni de société, il n'y a plus d'intérêt commun, il n'y a plus que des intérêts individuels et l'intérêt général de la chose publique. Merci, monsieur Rousseau. C'est le triomphe de Turgot et l'héritage de Rousseau qui a horreur des associations intermédiaires et partielles. Désormais, le travail sera régi par un contrat signé individuellement entre un ouvrier libre et un employeur libre qui, en termes civiques, sont égaux. La Révolution a passé. La Révolution, je ne sais pas si vous êtes encore en mesure d'entendre des discours glorifiant la Révolution. Jean-Luc Mélenchon en a tenu récemment. C'est la grande Révolution qui a libéré le monde du travail, de l'oppression. Écoutez bien. 1840. 50 ans ont passé. Rapport du docteur Villermé, un monarchiste, sur la condition ouvrière. Je cite. En Alsace, beaucoup de jeunes infortunés appartiennent à des familles suisses et allemandes entièrement ruinées que l'espoir d'un sort meilleur y attire et qui viennent faire concurrence aux habitants du pays. Leur premier soin, après s'être procuré du travail, est de chercher un logement, mais on a vu que le taux élevé des loyers les force souvent d'aller s'établir à 1 lieue de distance, et même jusqu'à 1 lieue et demie, entre 4 et 6 kilomètres. Il faut donc que les enfants, dont beaucoup ont à peine 7 ans, quelques-uns moins encore, abrègent leur sommeil et leur repos de tout le temps qu'ils doivent employer à parcourir 2 fois par jour cette longue et fatigante route, le matin pour gagner l'atelier, le soir pour retourner chez leurs parents. Aussi est-ce un spectacle bien affligeant que celui des ouvriers qui chaque matin y arrivent de tous côtés. Il faut voir cette multitude d'enfants maigres, hâves, couverts de haillons qui s'y rendent pieds nus par la pluie et la boue, portant à la main quand il pleut sous leurs vêtements devenus imperméables par l'huile des métiers tombés sur eux, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à leur retour. Afin de faire mieux sentir combien est trop longue la journée de travail des enfants dans les ateliers, rappellerai-je ici que l'usage et les règlements fixent pour tous les travaux, même pour ceux des forçats, la journée de présence à 12 heures, réduite à 10 par le temps des repas, tandis que pour les ouvriers qui nous occupent, la journée est de 15 à 15h30, sur lequel il y en a 13 à 13h30 de travail effectif. Quelle différence!
Mais pour tous, la fatigue résulte d'une station debout trop prolongée. Il reste 16 à 17 heures debout chaque jour, dont 13 au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ni d'attitude. Ce n'est plus là un travail, une tâche, c'est une torture. Et l'on inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achève d'épuiser le soir le retour de ces mêmes ateliers. Comment ces infortunés qui peuvent à peine goûter quelques instants de sommeil résisteraient-ils à tant de misère et de fatigue? C'est ce long supplice de tous les jours qui ruine principalement leur santé dans les filatures de coton et plus encore à Mulhouse et à Thann qu'ailleurs à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Les renseignements s'accordent tous au reste pour établir que l'instruction des enfants qui ont été admis dans les ateliers dès l'âge de 6 ans est nulle et qu'ordinairement ceux qui sont reçus avant 10 et 11 ans ne savent ni lire ni écrire. On a bien souvent quelques écoles du dimanche ou du soir, mais des enfants fatigués par un labeur de 12 ou 14 heures ou par le travail de la nuit précédente ne sont pas en état d'en suivre les leçons avec fruit. J'ai trouvé un texte qui date de 1579. Ce texte m'a été envoyé par quelqu'un qui l'avait par erreur attribué au roi Henri III. En l'occurrence, le roi qui avait autorité sur Dole à cette époque, c'était Philippe II d'Espagne. Mais ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Ce sont les mœurs de l'époque. Je vous ai dit, je vous cite l'édit du roi sur ça attrait au travail dans les mines à Dole. Voulons et ordonnons que les ouvriers des mines travaillent 8 heures chaque jour à 2 entrées de 4 heures. Si l'ouvrage requiert accélération, il sera fait par 4 ouvriers qui travailleront chacun 6 heures les uns après les autres, sans discontinuation. Chaque ouvrier, après avoir besogné ses 6 heures, remettant ses outils aux mains d'un autre et ayant ainsi ses 18 heures de repos sur 24. Voulons et ordonnons qu'aux fêtes de Pâques, Noël et Pentecôte, il ne sera besogné que demi-semaine, sauf pour les garçons tirant l'eau afin d'empêcher l'inondation des ganneries. Mineurs et ouvriers peuvent choisir un terrain pour construire maisons et jardins sur les communaux des lieux où ils travaillent en payant un sol de cense par an et moyennant ce, ils auront droit au bois mort et mort droit sur les 10 communaux. C'est-à-dire qu'on leur donne le chauffage gratuit et on leur fait payer un sol par an, c'est-à-dire 1,50 € à l'année. Les mineurs ont un marché aux mines et ont ce droit qu'il n'est pas permis aux étrangers de distraire les vivres de leur marché. Les mineurs ont donc priorité pour acheter leur subsistance avant les marchands. C'est dans le texte. Au marché qui commence à 10 heures du matin, il n'est pas permis aux officiers, personniers et hôteliers d'acheter leurs provisions avant que les ouvriers soient servis. Les ouvriers des mines ont priorité sur les hôteliers pour acheter du pain. 1579. En 1954, un certain Firmin Bacconnier, journaliste monarchiste, membre de l'Action française, qui a eu la gentillesse de me communiquer le document, parce que je ne suis pas membre de l'Action française, donc je ne connais pas tout ça, j'y ai à présent des amis qui alimentent mes connaissances. Ils m'ont... bah, oui. Ça change du pinard. Hein. Ça glisse plus vite. J'ai bientôt fini. Firmin Bacconnier était un fervent partisan de la restauration des corporations en France. Il a écrit un petit opuscule absolument passionnant dont je vous extrais quelques données. Il dit « La suppression des corporations... » Alors c'est un texte qui date de 1954. La suppression des corporations a jeté le monde ouvrier dans une misère effroyable. Je crois que la démonstration est faite. L'amélioration du sort des ouvriers ne peut se faire que par des procédés contraires au libéralisme. L'illusion communiste a fait son temps. Les conditions des travailleurs y sont encore plus terribles que dans le monde libéral. Je pense que c'est clair. La solution n'est ni dans le libéralisme, ni dans le socialisme. Il existe une autre voie, la voie de la
corporation. Le principe de la corporation est que le but du travail est la sustentation du travailleur. La suppression des corporations a donné au travail le but de produire des richesses à celui qui a apporté les capitaux. C'est ça le changement de paradigme entre avant et après les corporations. Avant la suppression des corporations, le travail soutient le travailleur. Après les corporations, le travail enrichit le financier qui l'a financé. Ce nouveau droit, dit-il, a été inauguré en 1789. On a volé les biens corporatifs et interdit aux ouvriers de se coaliser. Je vous ai raconté comment. Or, au même moment, écoutez bien, c'est intéressant, a été introduite la machine qui n'a pas pu soulager l'ouvrier, mais l'opprimer. À quel moment les corporations ont-elles été interdites? Au moment où la machine-outil pouvait, si elle restait dans le cadre de la corporation, soulager l'ouvrier à son bénéfice. Les corporations auraient pu parfaitement acheter les machines et les faire fonctionner pour le bien de la corporation. On a supprimé la corporation et la machine a enrichi le financier, le capitaliste. La corporation est l'intermédiaire entre l'individu et l'État. Son activité doit servir le bien commun et du métier et de la nation. La corporation n'existe pas si elle n'est pas intégrée dans le pays, dans la nation. La corporation n'est pas là que pour ses membres, elle est là pour les membres collectivement de la nation, du pays. La corporation garantit la possession du métier à celui qui en vit. Elle collabore à la prospérité générale par la production de biens utiles et à subvenir aux besoins de ses membres. La corporation ne va pas produire des biens inutiles. Son objet est à la fois individuel et social. Le boulanger doit fournir du bon pain pour tout le monde et à un prix raisonnable pour le consommateur. C'est l'esprit qui préside à la corporation. Au XIIIe siècle, il était écrit dans un texte d'organisation des corporations, pas d'organisation, d'élaboration d'une corporation, quelques métiers que l'homme fasse. Alors, le XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis. Quelques métiers que l'homme fasse, il doit servir la ville où il est de son métier pour qu'il n'y manque ni pain, ni vin, ni quoi que ce soit. La première tâche de la corporation est de mettre de l'ordre. Le métier appartient à ceux qui le savent et en respectent les règles. En régime totalitaire, le métier appartient à l'État. Incidemment, si je ne dis pas de bêtises, le fascisme mussolinien a rétabli des corporations, mais c'était des corporations qui remontaient jusqu'à l'État. Ça n'était pas les corporations d'Ancien Régime qui se régissaient entre elles. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne pas confondre. Si l'ouvrier est incorporé dans une corporation qui arrive jusqu'au Duce, c'est la dictature, c'est pas le corporatisme à la française, enfin à l'Ancien Régime. Il me semble que c'était important de le dire. En régime totalitaire, le métier appartient à l'État. En régime libéral, il appartient au patronat ou aux financiers. Patrons et ouvriers tirent leurs moyens respectifs d'un ordre social fondé sur la reconnaissance des droits et des devoirs respectifs du travail et du capital. Par la propriété du métier, le travailleur sort du prolétariat, l'ouvrier incorporé n'est pas campé dans la société comme un nomade, il y est installé. Ça, c'est la défense de Firmin Bacconnier, la défense des corporations. Le 1er mai 1952, il annonçait la relance prochaine des corporations, malgré l'hostilité du pouvoir politique partisan du régime des partis. On a eu le choix entre être représenté par les métiers ou par les partis. Qu'est-ce qui a été choisi? Les partis. Ce sera un échec. Depuis la guerre, le monde du travail est représenté entre la gauche pour les ouvriers et la droite pour les patrons, sans que ni les uns ni les autres ne trouvent leur compte. La suite a donné tort à Firmin Bacconnier. Le mot corporation est devenu synonyme de système péjoratif. Vous voulez le retour au corporatisme, c'est comme vous voulez le retour au Moyen-Âge. On s'est privé d'un mode de fonctionnement dans lequel tout le monde trouvait son compte pour entrer dans la barbarie économique dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu qu'on a intérêt à regarder d'un petit peu plus près comment fonctionnait ce qui fonctionnait bien et quels ont pu être les intérêts, quels sont encore les intérêts de ceux qui nous mentent sur ce qui a été et sur ce qui pourrait être. Je vous remercie.